Après le scandale de corruption présumé impliquant le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. Le Parlement européen vient de qualifier de génocide l'Holodomor, la famine en Ukraine provoquée par les soviétiques dans les années 1930. À Bruxelles, toujours pas d'accord entre les 27 sur le plafonnement du prix du gaz. La Pologne accuse l'Allemagne et les Pays-Bas notamment de faire preuve d'égoïsme. Face à la crise du coût de la vie et du système public de santé, les infirmières britanniques sont en grève. C'est une première dans l'histoire de leur syndicat. Après le scandale de corruption présumé qui implique le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. Parmi celles-ci figure notamment le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Roberta Metsola veut restaurer la confiance. La confiance qui a mis des années à se construire a été détruite en seulement quelques instants. Elle devra être reconstruite et ce travail commence maintenant. Nous devons redresser les torts et envoyer un message fort aux acteurs extérieurs qui tentent de nous miner. Nous ne céderons pas, nous défendrons nos valeurs, l'état de droit, la justice et son respect. Cette semaine, le Parlement européen a déchu de sa vice-présidence l'eurodéputée grecque Eva Kaili, soupçonnée d'être impliquée dans ce scandale. Elle est actuellement détenue, tout comme son compagnon, ainsi que l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri. Eva Kaili est soupçonnée d'avoir été payée par Doha pour défendre les intérêts de l'Émirat qui accueille le mondial de football. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui clame son innocence, affirme qu'elle ne connaissait pas l'existence des importantes sommes d'argent retrouvées à son domicile à Bruxelles par les enquêteurs belges. Le Qatar dément de son côté être impliqué dans des tentatives de corruption. La chef du parquet européen demande la levée de l'immunité de 2 eurodéputés grecs. La requête faite jeudi concerne la social-démocrate Eva Kaili et la chrétienne-démocrate Maria Spyraki. Elles sont soupçonnées de fraude au détriment du budget de l'Union européenne en relation avec la gestion de l'indemnité d'assistants parlementaires. Eva Kaili est l'une des figures au centre du scandale de corruption au Parlement européen. Elle aurait agi en faveur des intérêts du Qatar selon les premiers éléments de l'enquête. Le parquet européen dit être en lien avec le juge belge en charge de cette affaire. Pour sa part, Maria Spyraki assure qu'elle n'est pas liée à ce scandale et qu'il s'agit d'un cas avec un ancien collaborateur. Le Kosovo a déposé ce jeudi sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Le Kosovo, petit territoire d'1,8 million d'habitants, dont l'indépendance est toujours âprement contestée par la Serbie, est le dernier pays des Balkans occidentaux à demander officiellement sa candidature à l'UE. Mais le chemin risque d'être long et laborieux. Je répète que nous ne voulons pas de voie rapide, nous ne voulons pas de porte dérobée pour l'intégration à l'Union européenne, mais nous voulons la rejoindre le plus tôt possible. Je crois qu'avec notre dévouement et notre volonté, nous allons également faire changer d'avis les éventuels sceptiques. Alors que les tensions sont toujours très palpables avec Belgrade, la Serbie, qui considère toujours le Kosovo comme une partie de son territoire, ne cache pas son amertume. Je ne sais pas quels critères s'appliquent pour décider si un territoire est un État ou non. Si un seul, même le plus grand État membre de l'UE le pense, s'ils le pensent tous, ou si cela se base sur l'appartenance à l'ONU. Nous devrons nous battre aussi fort que possible pour protéger notre État et nos intérêts nationaux. La guerre en Ukraine a ravivé l'intérêt de l'Europe pour la stabilisation des Balkans, mais le Kosovo part avec un lourd handicap. 5 pays européens, dont l'Espagne, n'ont jamais reconnu l'indépendance de ce petit pays. Le Parlement européen qualifie de génocide l'Holodomor, la famine en Ukraine provoquée par les soviétiques dans les années 1930. Ce jeudi, les eurodéputés ont voté à la quasi-unanimité en faveur de cette reconnaissance. L'Ukraine fait campagne depuis des années pour que l'Holodomor soit officiellement reconnu comme un génocide. De son côté, Moscou refuse catégoriquement une telle classification.
L'Holodomor n'est pas la tragédie d'une ou deux familles. C'est une tentative d'extermination d'une nation entière par le régime soviétique. Les brigades de Staline ont pillé les villages ukrainiens à la recherche des céréales restantes. Elles étaient remplies de haine envers les Ukrainiens, alimentées par la propagande soviétique. Pour l'eurodéputé qui a présenté la motion, il existe des parallèles directs entre les actions de Staline en Ukraine et la guerre actuelle menée par le président russe. C'était une nouvelle tentative de rayer de la carte la notion d'Ukraine. Ce que les autorités tsaristes ont fait au XIXe siècle en interdisant par exemple l'utilisation de la langue ukrainienne et ce que le président Poutine tente de manière flagrante de réaliser aujourd'hui en affamant et en soumettant les Ukrainiens au froid et au manque d'électricité. By starving and subjugating Ukrainians with cold and lack of electricity. Lors de la grande famine de 1932-1933, entre 4 et 8 millions d'Ukrainiens auraient péri. Cette famine s'est déroulée sur fond de collectivisation des terres, orchestrée selon des historiens par Staline pour réprimer toute velléité nationaliste et indépendantiste de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien s'attend à ce que la Russie lance une offensive de grande envergure au cours des premiers mois de 2023, citant des indicateurs tels que les efforts de mobilisation russe, l'annonce de la conscription et le déplacement d'armes lourdes. Cette hypothèse est conforme à l'évaluation de longue date de l'Institut pour l'étude de la guerre, selon laquelle les mois d'hiver augmenteront le rythme des opérations des deux côtés du front et que les conditions sur le terrain dans toute l'Ukraine seront probablement propices à des opérations offensives. Toujours selon le groupe de réflexion américain, les forces russes pourraient plus facilement relancer des opérations offensives le long de deux axes principaux, à savoir le long de la frontière Kharkiv-Louhansk, dans le nord-est du pays, ou dans la région de Donetsk. Selon l'Institut américain, les troupes russes semblent déplacer des équipements lourds des zones arrières de la région de Louhansk vers des zones proches de la ligne de front actuelle, le long de la frontière entre les régions de Kharkiv et Louhansk, et y ont reconsolidé leurs forces. Des sources ukrainiennes et russes ont récemment rapporté que les troupes russes mènent des opérations offensives limitées le long de cette ligne, notamment pour regagner les positions perdues à l'ouest de Kremina. La récente chute des températures dans cette zone, désormais négative, a permis au sol de se solidifier, créant ainsi des conditions propices à l'augmentation du rythme des opérations offensives. La puissance de combat russe qui a été libérée à la suite du retrait de la rive ouest de la région de Kherson s'est ainsi redéployée dans diverses zones du Donbass, renforcée par la présence de réservistes qui ont été mobilisés. Les forces russes peuvent en outre espérer lancer une offensive dans l'ouest de la région de Donetsk pour tirer parti des avancées marginales réalisées dans la zone de Vueldar-Pavlivka le mois dernier. Toujours selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la décision de Vladimir Poutine de reporter son discours annuel pourrait signifier qu'il veuille attendre avant de prononcer un discours de victoire, à moins que le président russe ne soit obligé d'admettre que la Russie ne peut pas atteindre ses objectifs maximalistes, comme l'affirment fréquemment les Ukrainiens. Au Royaume-Uni, c'est un mouvement inédit qui traduit l'ampleur du mécontentement. Ce jeudi, pour la première fois, les infirmières britanniques se sont mises en grève. Les 100 000 grévistes réclament une augmentation de salaire de plus de 19% pour rattraper des années de disette. Elles auraient perdu 20% de leur pouvoir d'achat depuis 2010. Mercredi, l'opposition travailliste a demandé au gouvernement d'écouter les revendications des infirmières. Dans 12 heures, il y aura une grève des infirmières. Tout ce que le Premier ministre a à faire, c'est de rencontrer ces personnes. Comme toujours avec lui, c'est la politique des touristes d'abord, les patients ensuite. Monsieur le Président, la grève des infirmières est un insigne de honte pour ce gouvernement. Au lieu de faire preuve de leadership, il joue avec la santé des citoyens. Avec une inflation au-dessus de 10%, les représentants des infirmières affirment que leurs membres sautent des repas, peinent à nourrir et à habiller leurs familles et finissent par quitter en masse la profession. Ce mouvement intervient dans une période de tension sociale rare à l'approche de Noël. Au Royaume-Uni, des cheminots à la police aux frontières, de nombreuses catégories professionnelles seront en grève en cette fin d'année, bousculant les projets de certains Britanniques.